Nous vivons une crise démocratique. Il suffit de regarder les résultats des élections pour voir que l'abstention ne cesse de croître, voir le malaise démocratique qui existe dans les sociétés occidentales. C'est pas seulement en France, mais c'est général. On sent bien le besoin de réinventer une forme de démocratie qui ne soit pas seulement la démocratie représentative. Or, finalement, on a dans l'histoire assez peu de moments où existent des formes de démocratie, d'expérience démocratique au moins, autres que la démocratie représentative. Donc on recherche peut-être des faits, des pratiques qui ont pu ouvrir ce champ que nous cherchons. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort dans la Commune. Au moment de la Commune, en mars 1871, l'enjeu de quel sera le régime de la France ne va pas du tout de soi. Maintenant, ça va de soi que nous sommes une république et personne que de micro-groupes le conteste. Mais en 1871, savoir si la France serait une monarchie ou un empire ou une république, ça ne va pas du tout de soi. Rien n'est réglé. On sort d'une vingtaine d'années d'empire, très contesté, qui a une phase autoritaire puis une phase plus libérale. Il y a beaucoup de grèves dans les années 1867-1869, d'autant que, non pas par générosité, mais par tactique, l'empereur Napoléon III a accordé ce droit de grève. Et donc, il y a eu une organisation ouvrière très importante. Et d'autre part, il y a une dimension très internationaliste, puisque l'Internationale, l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, a été fondée en 1864, que sa section française est quand même assez consistante et conséquente. Et d'ailleurs, les deux facteurs sont très liés parce qu'il y a un certain nombre de militantes et militants internationalistes qui aident à la structuration des grèves, notamment au travers de caisses de grève, donc toute une dimension de solidarité ouvrière et populaire. Des grèves importantes dans la ville. Je pense par exemple à la grève des ouvrières relieuses et des ouvriers relieurs pour l'augmentation des salaires, à l'initiative de Eugène Varlin et Nathalie Lemel. Donc on voit apparaître progressivement des organisations ouvrières à la fin du Second Empire. L'Internationale, qui comprend des milliers d'adhérents à Paris avant 1870. Le Second Empire, au fond, c'est la période du démarrage de la révolution industrielle en France, qui est un peu tardive par rapport à l'Angleterre, et c'est vraiment pendant le Second Empire que la révolution industrielle va se développer. Donc, c'est développé parallèlement à cette révolution industrielle, un groupement d'ouvriers, peut-être une classe ouvrière à peine formée. Partout, en France, se développent des villes ouvrières, surtout dans les bassins miniers, autour des bassins du Nord, du Creusot, etc. Mais aussi dans les villes se développe une industrie ancienne, souvent à Paris, parce que Paris c'est une ville d'industrie de consommation, de métiers qualifiés souvent, mais aussi commencent à apparaître des usines de métallurgie, des usines plus modernes. Donc Paris, en 1870, c'est une ville qui comprend 70 à 75% d'ouvriers, dans un sens très large. Rien à voir avec le Paris actuel, bien sûr. Donc, cette population ouvrière, elle va, à partir des années 1860, se développer, prendre une certaine conscience d'elle-même. On va voir apparaître de premières formes de syndicats. Et dans le même temps, une sorte de grande méfiance à l'égard de ce que peuvent être certains républicains dits bourgeois du côté de Paris, du Paris ouvrier, du Paris populaire, parce qu'on a quand même vraiment cette mémoire de la Seconde République, de 1848, et d'une république dite bourgeoise qui avait très vite écrasé
l'insurrection ouvrière de juin 1848. Donc le deuxième facteur, disons, dans ce terreau, c'est le souvenir qu'une république peut être malgré tout répressive et meurtrière. Et d'ailleurs, on se rappelle aussi que sous cette république, Louis-Napoléon Bonaparte avait été élu président de la République le 10 décembre 1848. Donc on a vu cette évolution et le peuple de Paris s'en souvient parce que beaucoup de celles et ceux qui vont participer à la Commune de Paris étaient déjà adultes ou jeunes gens adolescents lorsque la République, deuxième du nom, sous l'égide de son gouvernement, a écrasé cette insurrection ouvrière de juin 1848. Écoutons la lecture de Gustave Flaubert. Ce sont quelques pages de l'éducation sentimentale, le roman publié en novembre 1869. Flaubert, rentier depuis la mort en 1846 de son père chirurgien, grand ami de Maxime Ducamp, y portait un regard très critique sur la révolution de 1848. En 71, Flaubert ne sera pas plus tendre à l'égard de la Commune de Paris. Il s'élève alors contre les lois sociales votées par celle-ci, en déplorant que le gouvernement se mêle maintenant au droit naturel. Les pages suivantes sont une description de la floraison des clubs en 1848, à travers le regard négatif du grand écrivain Flaubert. Ils les visitèrent tous, ou presque tous, les rouges et les bleus, les furibonds et les tranquilles, les puritains, les débraillés, les mystiques et les pochards, ceux où l'on décrétait la mort des rois, ceux où l'on dénonçait les fraudes de l'épicerie. Et partout, les locataires maudissaient les propriétaires, la blouse s'en prenait à l'habit, et les riches conspiraient contre les pauvres. Plusieurs voulaient des indemnités, comme anciens martyrs de la police, d'autres imploraient de l'argent pour mettre en jeu des inventions, ou bien c'était des plans de phalanstères, des projets de bazar cantonneux, des systèmes de félicité publique. Puis ça et là, un éclair d'esprit dans ces nuages de sottises, des apostrophes, soudaines comme des éclaboussures, le droit formulé par un juron, et des fleurs d'éloquence aux lèvres d'un goujat, portant écru le baudrier d'un sabre sur sa poitrine sans chemise. Quelquefois aussi, figurait un monsieur, aristocrate humble d'allure, disant des choses plébéiennes, et qui ne s'était pas lavé les mains pour les faire paraître plus calleuses. Un patriote le reconnaissait, les plus vertueux le houspillaient, et il sortait la rage dans l'âme. On devait par affection de bon sens dénigrer toujours les avocats et servir le plus souvent possible ses locutions, apporter sa pierre à l'édifice. Problème social, atelier. Il existait rue Saint-Jacques un club intitulé le Club de l'Intelligence. Un nom pareil donnait bon espoir. Ils furent introduits dans une grande pièce à usage de menuisier sans doute, et dont les murs encore neufs sentaient le plâtre. 4 quinquets accrochés parallèlement faisaient une lumière désagréable. Sur une estrade au fond, il y avait un bureau avec une sonnette. En dessous, une table figurant la tribune, et de chaque côté, 2 autres plus basses pour les secrétaires. L'auditoire qui garnissait les bancs était composé de vieux rapins, de pions, d'hommes de lettres inédits. Sur ces lignes de pâteaux à collet gras, on voyait de place en place le bonnet d'une femme ou le bourgeron d'un ouvrier. Le fond de la salle était même plein d'ouvriers, venus là sans doute par désœuvrement, ou qui avaient introduit des orateurs pour se faire applaudir. La foule témoignait à son président une grande déférence. Il était de ceux qui, le 25 février, avaient voulu l'organisation immédiate au travail. Le lendemain, au Prado, il s'était prononcé pour qu'on attaquât l'hôtel de ville, et, comme chaque personnage se réglait alors sur un modèle, l'un copiant Saint-Just, l'autre Danton, l'autre Marat, lui, il tâchait de ressembler à Blanqui, lequel imitait Robespierre. Nota bene, le 25 février 1848, une manifestation tumultueuse eut lieu à l'hôtel de ville. C'est la question sociale qui surgit. Ceux qui ont fait la révolution vont-ils mourir de faim, comme après 1830 ? On ouvre la pétition. Elle demande l'organisation du travail, le droit au travail garanti, le minimum assuré pour l'ouvrier et sa famille en cas de maladie, le travailleur sauvé de la misère lorsqu'il est incapable de travailler. Mes chers camarades, nous sommes ici pour apporter une pierre à l'édifice commun, celui du peuple. En 1848, révolution de février qui donne lieu à l'exil de Louis-Philippe, à la chute de la monarchie de Juillet et du coup à la chute définitive
de la monarchie française. Et ces clubs ont connu cette effervescence dans ces grandes journées révolutionnaires de février 1848 et dans les semaines qui ont suivi, où on lit la presse, où on fait des discours, où on s'informe, où il y a vraiment des solidarités populaires qui sont très importantes. Et là, il y a aussi cette liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse qui se déploie et qui connaîtra d'ailleurs ces dénigrements, puisque si on lit Flaubert, par exemple, l'éducation sentimentale, Flaubert était extrêmement condescendant à l'égard des clubs, là où au contraire, une George Sand va être enthousiaste, va être exaltée et va défendre cette démocratie populaire, au point d'ailleurs de considérer qu'elle a une valeur démocratique plus importante que celle des élections au suffrage universel dans un pays qui est encore essentiellement rural et dominé par les notables. Alors, les clubs ne datent pas de la 1848. Là aussi, il y a un long héritage et on peut dire qu'il y a une conscience historique très forte de ces gens, voilà, de Paris et d'autres villes. Mais là, on parle de Paris et Paris a cette grande mémoire, bien sûr, cette grande mémoire des insurrections, des rébellions, des soulèvements populaires et surtout une grande mémoire révolutionnaire. Donc, les clubs, on les avait trouvés en abondance pendant la Révolution française, y compris sous une forme structurée qu'on avait appelée justement la commune. Donc, il y avait déjà eu une première commune de Paris avec un moment absolument crucial de ce point de vue en 1792 et 1793. Donc là, il y a un héritage qui va être très fort et qui va être repris en 1871. Donc ça, c'est une autre forme qui va être très très importante, ces clubs, y compris dans cette fin des années 1860, tout début 1870, même si ils vont être fermés au début de l'année 1871 sur ordre de Thiers. Dans ce peuple communard, pour l'appeler comme ça, eh bien, il y a un certain nombre de valeurs, d'idées, de morale, qui ont été longuement conçues, construites pendant les années qui précèdent, depuis les Lumières, en passant par la Grande Révolution, les insurrections, la Seconde République, les luttes républicaines, sociales, pendant l'Empire. Tout ceci sont des phénomènes très complexes de transmission qui se sont passés par des biais, ça peut être aussi bien la lecture des journaux dans les arrière-salles des cafés, qui ont été décrites par un sociologue, entre guillemets, de l'époque, qui s'appelait Poulot, qui avait très bien montré comment, sous le Second Empire, les ouvriers, et au-delà, le peuple, allaient dans les cafés, dans les arrière-salles des cafés, où ceux qui savaient lire les journaux lisaient les journaux républicains et on les discutait et on transmettait les idées. Et puis il y a tout l'héritage de la Révolution française qui est immense. On peut s'imaginer à quel point tous ces gens-là ont 89 ou 93, ça dépend, en tête comme une forme de modèle. Donc il y a une accumulation de phénomènes qui renvoient parfois à des choses plus récentes. Par exemple, il y a beaucoup qui tient à ce qui s'est formé pendant le Second Empire, notamment effectivement cette dimension morale, parce que pour ce peuple communard, le Second Empire, ce n'est pas du tout l'image du régime moderne que souvent donne l'historiographie contemporaine. Pour ce peuple communard, le Second Empire, c'est une image d'une dictature corrompue. C'est une image d'élite qui ne pense qu'à l'argent ou la débauche. Voilà, une image du Second Empire à laquelle on veut répondre par une morale qui n'est pas sans austérité. Il y en a un qui avait fait une très belle expression qui disait « Nous voulons une république austère ». Voilà. Pas cette république où tout le monde veut s'enrichir, veut de l'argent, veut toujours plus. Non. C'est une république de solidarité, d'égalité, de fraternité que ces communards veulent. Donc, voilà, ils vont développer toute une série d'éléments moraux qui opposent le monde qu'ils rêvent au monde que représentait le Second Empire. Le 7 juillet 1870, Napoléon III décide de déclarer la guerre à la Prusse. Les facteurs en sont assez obscurs du point de vue des motivations dynastiques. C'est la question de succession en Espagne.
Mais en réalité, on peut considérer que Napoléon III y a vu une opportunité pour se refaire une santé populaire avec la gloire des victoires qui lui ont manqué au cours des années précédentes. Sauf que, comme on le sait très bien, en général, ça va être une catastrophe militaire, hein, ça va être vraiment un cataclysme et une humiliation pour les armées françaises. À commencer par l'empereur lui-même, dont il faut au moins reconnaître un certain courage, puisque il s'est porté à la tête de l'armée. Il était allé combattre malgré son âge et sa maladie. Et donc, il a été fait prisonnier à Sedan le 2 septembre 1870. Donc, la défaite est vraiment cinglante. C'est une véritable gifle. Et on sait aussi en général, puisqu'il y a beaucoup de rues du 4 septembre en France, même si on ne sait pas toujours pourquoi, que le 4 septembre 1870, la République est proclamée par une partie du peuple de Paris à l'Hôtel de Ville. Le 4 septembre, Lyon va proclamer la République avant Paris, s'il y a encore quelque chose d'important à noter. Bon, c'est dans la matinée du 4 septembre que l'Hôtel de Ville est envahi, le préfet fiche le camp, et à la place, un comité de salut public est mis en place. Ce comité de salut public rassemble des éléments radicaux. Alors il y a des éléments modérés parmi eux, mais aussi des radicaux raspaillistes, c'est-à-dire tournés vers l'action. Et le comité de salut public prend la place pratiquement du préfet. Dès le début, chose horrible qui va jeter la bourgeoisie lyonnaise dans la consternation et l'inquiétude, le drapeau rouge est hissé à 2 pas d'ici sur l'Hôtel de Ville. Il va y rester d'ailleurs presque jusqu'à mai 1871. À l'intérieur du comité de salut public, et pour la première fois, il y a 9 représentants de l'organisation ouvrière, de la section lyonnaise de l'internationale ouvrière, l'association internationale des travailleurs. Bon, à côté de ce comité de salut public se crée, mais ça c'est toujours la projection des souvenirs de la Révolution française, qui est toujours présente à cette époque-là, se crée un comité de sûreté générale où se rassemblent les radicaux les plus rouges et les blanquistes, les partisans de Blanqui, hommes d'action. Et puis un comité central fédératif qui va s'installer, alors lié davantage aux tisseurs de la Croix-Rousse. C'est d'ailleurs dans le club des tisseurs de la Croix-Rousse qu'il prend naissance, une tendance révolutionnaire mais radicalisante et quelquefois plus modérée. Et au début, lorsque le préfet qui est envoyé par le gouvernement de défense nationale, qui s'inquiète de l'agitation lyonnaise, lorsque Chalmel-Lacour arrive, ce préfet, eh bien son pouvoir à ce moment-là est terriblement limité. De telle sorte qu'on va s'efforcer de redresser la situation à Lyon. D'où la précipitation avec laquelle on va décider des élections municipales momentanément, n'est-ce pas, des élections municipales pour l'élection d'une nouvelle municipalité. Et le 15 septembre, vous voyez, on n'a pas traîné, des élections ont lieu. Ces élections menées un peu à l'esbrouffe, dans une situation très confuse, ça va permettre de remettre en place un conseil municipal beaucoup plus modéré, c'est-à-dire qui n'aura pas l'objectif de faire payer les riches, parce qu'il y a aussi ceci qui est mis en avant, n'est-ce pas, frapper d'un impôt patriotique les grandes fortunes. Vous voyez que c'est inquiétant. Donc à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, il va y avoir une première tentative de reprise en main. Là, au 4 septembre, il y a une sorte de république provisoire qui a été proclamée, mais dans un contexte de guerre, avec un gouvernement de défense nationale. Le 5 septembre 1870, le lendemain de la proclamation de la Troisième République. 5 heures. Cet après-midi, le peuple a tenu ses assises. Il s'agit, pour ne pas y laisser pourrir le berceau de la Troisième République, de revenir au berceau de la Première Révolution. Retournons au jeu de paume. Le jeu de paume, il est, en 1871, situé au cœur même de Paris vaincu. Connaissez-vous, entre le Temple et le Château d'Eau, pas loin de l'Hôtel de Ville, une place encaissée, toute humide entre quelques rangées de maisons. Elles sont habitées au rez-de-chaussée par de petits commerçants, dont les enfants jouent sur les trottoirs. Il ne passe pas de voiture, les mansardes sont pleines de pauvres. On appelle ce triangle vide la place de la Corderie. Saluez, voici le nouveau Parlement. C'est la Révolution qui est assise sur ces bancs
debout contre ces murs, accoudés à cette tribune, la Révolution en habit d'ouvrier. C'est ici que l'Association internationale des travailleurs tient ses séances et que la Fédération des corporations ouvrières donne ses rendez-vous. Cela vaut tous les forums antiques et par les fenêtres peuvent passer des mots qui feront écumer la multitude, tout comme ceux que Danton, débraillé et tonnant, jeté par les croisées du palais de justice au peuple qu'affolait Robespierre. Le travail, en manches de chemise simple et fort, avec des bras de forgeron, le travail qui fait reluire ses outils dans l'ombre, il a parlé. Des hommes de l'Internationale, tous des socialistes qui ont un nom, Tolin dans le tas, se sont réunis. Et d'un débat qui a duré 4 heures, vient de surgir une force neuve. Le comité des 20 arrondissements. C'est la section, le district, comme au grand jour de 93, l'association libre de citoyens qui se sont triés et groupés en faisceaux. Chaque arrondissement est représenté par 4 délégués que vient de nommer l'Assemblée. Et je suis un des élus qui auront à défendre, contre l'hôtel de ville, les droits d'un faubourg de là-haut. Nous venons d'étendre sur toute la cité le réseau d'une fédération qui en fera bien d'autres que la fédération du Champ de Mars, si grand tapage que celle-là est soulevée dans l'histoire. Ce sont 80 pauvres, descendus de 80 taudis, qui vont parler et agir, frapper, s'il le faut, au nom de toutes les rues de Paris, solidaires dans la misère et pour la lutte. Nous sommes montés à Belleville au pas de charge, nous allons organiser le club. Les sections de l'Internationale, donc de l'Association internationale des travailleurs, organisent des élections de délégués mandatés à l'échelle des arrondissements. Donc on va parler du comité des 20 arrondissements. Là aussi donc avec des mandataires, et ça le terme de mandat, de mandataire est vraiment essentiel pour comprendre la commune, puisqu'on ne veut pas de représentants qui seraient susceptibles de trahir ou qui seraient susceptibles de s'éloigner en fait de leur base. Donc le mandat est tout à fait fondamental. Pour la plupart des communardes et des communards, il y avait quand même une idée absolument fondatrice, qui est que la démocratie, c'est le peuple souverain. Voilà. Mais avec l'idée complémentaire que cette souveraineté, le peuple ne peut pas l'abdiquer, fût-ce aux mains d'élus démocratiquement élus. Le référent, c'est, je dirais, Rousseau. Dans le contrat social, Rousseau dit quel est le pays le moins démocratique dans le monde. On est au XVIIIe siècle. Hein. Et réponse de Rousseau, un peu surprenante, il dit mais le pays le moins démocratique, c'est l'Angleterre. Surprenant, puisque l'Angleterre au XVIIIe siècle est le seul pays qui a une chambre des communes élue, pas encore au suffrage universel, mais élue quand même. Il y a des partis qui s'opposent, et cette chambre a des pouvoirs par rapport au monarque. Voilà, alors que partout ailleurs, c'est la monarchie absolue qui règne. Donc, Rousseau dit, mais oui, c'est l'Angleterre le moins démocratique. Pourquoi? Et il écrit, le peuple britannique se croit le plus libre du monde, mais il n'est libre qu'un jour, tous les 4 ans, le jour où il vote. Tout le reste du temps, il est sous la dictature, en quelque sorte, de ses élus, qui sont d'autant plus autoritaires qu'ils ont la validation de l'élection. Donc vous devez leur obéir. Or, dit Rousseau, ça ne se passe pas comme ça. C'est le peuple doit être tout le temps souverain. Que ce soit le jour de l'élection, mais aussi le lendemain et pendant les 4 années. Le peuple reste souverain. Il n'abdique pas sa souveraineté aux mains des élus. Voilà, ça c'est l'idée fondamentale de la commune. Comment faire une démocratie qui sera représentative. Ce gouvernement de défense nationale, il a une politique du temps de Gambetta qui est ferme, mais qui va progressivement, disons, céder du terrain, de penser que la guerre est perdue, et être surtout inquiet de la situation intérieure. Ça, c'est le cadre général. La vie à Paris en septembre 1870, alors que la guerre continue et que le siège se rapproche, devient très difficile, surtout pour une mère de famille chargée de trouver des solutions pour nourrir son enfant envers et contre tout. Dans ce document trouvé aux archives de Paris, la citoyenne Cornevin
alerte sur les graves dysfonctionnements des services d'aide d'urgence. Citoyens. Parmi toutes les incuries que vous savez si justement relever, il en est 2 que je viens vous signaler. Le vendredi 9 septembre dernier, manquant d'ouvrage depuis plusieurs jours, à bout de tout espoir de ressources pour vivre, ayant un enfant d'1 an sur les bras, je me rendis avenue Victoria pour solliciter un secours au bureau des enfants assistés. J'y arrivai à 9h30 du matin, par une pluie torrentielle. Les bureaux n'ouvrent qu'à 10h, me dit-on, et encore, ces messieurs ne viennent guère avant 11h. En effet, à 10h03, monsieur le sous-chef arriva le premier, faisant mouvoir plus vite le cure-dent qu'il avait à la bouche que les 2 jambes qui l'amenaient à son travail. Quelques minutes après, arrivaient à leur tour les employés. Au lieu de s'occuper des malheureuses qui attendaient avec des petits-enfants sur les bras, ils se mirent à causer des affaires du jour. Ennuyé de l'impatience de mon petit garçon à rester en place, je demandai audience. Monsieur le sous-chef me répondit lui-même « J'ai un petit travail à terminer. Dans 10 minutes, je suis à vous. » Je retourne dans le couloir d'attente, et une demi-heure après, ce même monsieur en ressortait avec des paperasses sous les bras, et il se rendait dans le bureau d'un de ses collègues, m'a-t-on dit, plus tard. À 1h moins 5 minutes, il n'avait pas repassé. Mon enfant faisait les hauts cris car il mourait de faim, et il me fallut m'en aller sans avoir fait ma demande. Voilà donc des hommes qui vivent en grands seigneurs avec le prix des impôts, cause de nos misères, et nous qui les faisons vivre, nous ne pouvons parvenir jusqu'à eux sans faire antichambre pendant une demi-journée. C'est vous, citoyens, que je fais juge de tels abus. Je dois vous citer par contre-coup qu'ayant adressé une demande de secours aux citoyens mains du 3e arrondissement, il eut la bienveillance de m'envoyer un de ses délégués qui m'accorda immédiatement un secours d'argent. Pour bien l'utiliser, je compte me servir des fourneaux économiques, mais hélas, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. J'arrive ce matin avant 9h. La distribution doit avoir lieu jusqu'à midi. Je suis donc une des premières bien avant moi déjà. Il n'y avait plus rien à distribuer. Ni pain, ni viande, ni légumes. Il restait du bouillon, du riz. Pourquoi n'en fait-on pas en suffisance puisque chaque jour les 2/3 des nécessiteux s'en vont les mains vides? Second abus, je vous fais encore juge citoyen. Recevez à l'avance tous mes remerciements sur la confiance que j'ai, que vous ferez justice de ces abus. Rue Charlot, 50, citoyenne Cornevin. Paris, ce 17 septembre 70. Le 19 septembre 1870, les Prussiens, mais aussi des Bavarois d'ailleurs, vont encercler Paris et va commencer un siège de plusieurs mois de la capitale, qui est déjà une grande ville. C'est 1 800 000 habitants, Paris, en 1870-1871. Il y en a qui sont partis, surtout des bourgeois, mais ça reste une énorme ville. Symptomatique de l'inquiétude qui monte, écoutez cette proposition d'un citoyen pour se préparer au siège. C'est un document original trouvé aux archives de Paris pour la réalisation de ce film. Le 17 septembre 1870. Citoyen. Relativement à la défense de Paris, j'ai pensé, citoyen, à une mesure qui me paraît très urgente. La probabilité d'un long siège pourrait arriver et la ville manquait de provisions, car nous devons tout prévoir. Dans ce cas, il serait regrettable, puisque l'on a éloigné les bouches inutiles, avec beaucoup de prudence, de conserver dans la capitale 40 à 50 000 chiens, qu'absorbent par jour la nourriture de 15 à 20 000 hommes, en évaluant les subsistances qui leur servent d'aliment à X quantité par jour. Je demande donc qu'il en soit fait le sacrifice, car nous sommes appelés à en faire de bien plus précieux. Que tous les chiens, excepté 2 bergers, soient expulsés de Paris ou abattus. Salut fraternel. A. Beauchamp, rue du Temple, 118. On ne peut pas comprendre la Commune de Paris si on ne conçoit pas le siège. C'est plusieurs mois, ça dure jusqu'au fin janvier 1871, où les Parisiens sont coupés du monde, sont coupés du reste de la France. Bon, il y a quelques dirigeables, mais quelques ballons qui s'envolent, et ça c'est terriblement dur. On parle toujours du pittoresque, des animaux du zoo qui sont mangés, etc. Mais on est vraiment dans la famine. Il y a des morts de faim pendant ce siège, particulièrement parmi la population âgée qui est la plus fragile. On n'a pas de charbon, on a très peu de charbon, il fait froid. C'est un siège très dur.
Le texte que vous allez entendre est un extrait des mémoires d'une communarde, Victorine Brochet, intitulé Souvenirs d'une morte vivante. Victorine Brochet raconte la difficulté de la vie, le manque de nourriture pendant le siège de Paris. Je voyais tant de souffrances autour de moi, tant de pauvres enfants à demi vêtus, sans chaussures, sur la terre humide et froide. Allant au bois, où on commençait à saper nos beaux arbres séculaires, on levait la cognée pour les abattre. Ensuite, on les mettait en lot de différentes dimensions. Les vrais miséreux allaient ramasser les brindilles pour se réchauffer. Mais quel bois! C'était affreux. Nous étions près de l'hiver, le bois vert ne pouvait s'enflammer. Il y avait dans les chambres une fumée atroce qui aveuglait, la respiration était haletante. Lorsqu'il fallait faire cuire à manger, c'était épouvantable. Il n'y avait plus de charbon de bois, naturellement les ouvriers même aisés ne pouvaient pas faire de grandes provisions. À Paris, c'était difficile. Et le vrai malheureux, celui qui va acheter 2 sous de braise chez le boulanger au jour le jour, ne pouvait faire de provisions. Lorsque sur ce bois, on faisait cuire quelques aliments, le goût en était affreux. On était vraiment plus heureux sur le pavé des rues que dans l'intérieur des maisons. La misère commençait à se faire sentir, le prix des denrées alimentaires augmentait dans des proportions énormes et inquiétantes. Quelques jours plus tard, ce n'était pas du pain que l'on mangeait, c'était un amas de détritus auquel on donnait ce nom. Dans cette horrible mixture, il y avait des brindilles de paille, du papier bleu à chandelle, il y avait des malpropretés impossibles. Résultat, tout le monde toussait, c'était affreux. Cela faisait pitié d'entendre et de voir des vieillards, hommes et femmes, courbés en deux, pris d'accès de tout, attendre en grelottant à la porte des boucheries, des boulangeries, des fillettes et des enfants, encapuchonnés tant bien que mal, leurs petites mains enfouies dans des châles de laine, aux crochets mis en croix sur leur poitrine, pour se garantir de la froidure sous la pluie battante, ou les pieds dans la neige, passant ainsi une grande partie de la nuit, dans l'attente de 50 grammes de viande de cheval, os compris, par personne. Et si on était en retard, on avait attendu pour rien, il fallait recommencer le jour suivant. L'hiver 1870-1871 est très rude. Non seulement il y a le chômage et la misère, mais le froid et la faim, puisqu'il n'y a plus rien à manger en fait dans ce Paris assiégé. Donc on mange du rat, par exemple, il y a des marchés aux rats. Et bon, on sait que les rats ne manquent pas à Paris. On voit des files d'attente devant les boulangeries dès 2 ou 3 heures du matin par les nuits glaciales de cet hiver. Et dans ce siège même, force est de constater que les Parisiennes et les Parisiens sont extrêmement attachés à la défense et de leur ville et de la patrie. Ces Parisiennes et ces Parisiens vont se mobiliser pendant ce siège pour défendre leur ville, en particulier dans une institution qui va jouer un rôle capital ensuite, qui s'appelle la Garde nationale. Donc, beaucoup de Parisiens vont s'enrôler dans ces bataillons de la Garde nationale. C'est près de 300 000 gardes nationaux qu'il y aura à la fin du siège et qui vont participer que partiellement à la défense de la ville, mais surtout à l'ordre dans la cité. Alors, la Garde nationale, ça va être un élément très très important en termes de structuration démocratique, mais aussi armée pour la commune. Donc la Garde nationale, c'est un héritage de la Révolution française, y compris de 1789. Donc c'est dire à quel point les gens de la commune vont y prendre grand soin, parce que la Révolution française, c'est un événement qui est absolument décisif, crucial dans la mémoire révolutionnaire parisienne, et pas seulement parisienne, bien sûr. Donc cette Garde nationale a évolué, bien sûr, depuis la Révolution française. Qu'est-ce que c'est la Garde nationale concrètement? Ce sont des hommes en armes qui ne sont pas des soldats de métier, mais qui sont là pour, à tour de rôle, défendre les villes. Donc là, en l'occurrence, Paris, mais la Garde nationale n'existe pas qu'à Paris, elle existe dans d'autres grandes villes. Donc c'est sur la base d'une organisation en bataillon et en compagnie, par quartier. Chargée du maintien de l'ordre en temps de paix et de la défense de la patrie en situation de guerre, la Garde nationale se prépare donc à Paris en septembre 1870 à continuer la guerre contre la Prusse, en nommant ses officiers. C'était sans compter la décision, prise à l'hôtel de ville, d'interdire la participation des plus pauvres Parisiens. Dans ce document, trouvé aux archives de Paris,
Un délégué de l'Internationale qui a assisté à la scène s'en scandalise. Paris, 18 septembre 1870. Citoyen. J'étais à l'école de la rue aux Maines pour la nomination des chefs de la garde nationale aujourd'hui. Dimanche à midi, lorsqu'un délégué de la mairie, en ouvrant la séance, a annoncé la décision prise à la mairie de refuser tout citoyen restant dans un étole meublé. Quelques protestations se sont élevées, mais le plus grand nombre est sorti indigné d'une pareille conduite de la part d'un gouvernement républicain, de reconnaître qu'à un certain nombre de Français le droit de défendre son pays. Un membre de l'Internationale du 1er arrondissement. Pendant plusieurs décennies, comme on se méfiait beaucoup du côté des notables de ces villes, d'une partie plus populaire des villes, c'était un recrutement qui était surtout bourgeois. Mais dans les années 1850 et 1860, ce recrutement il s'est beaucoup étendu. Et donc à Paris, on compte environ 300 000 personnes qui, encore une fois, à tour de rôle, peuvent participer à la garde nationale. Donc ce sont des hommes à qui on confie des armes pour garder la ville, pour la défendre, pour la protéger. Donc on mesure déjà là qu'il y a une organisation militaire qui est populaire. Les classes populaires parisiennes vont commencer à développer un sentiment qui existait déjà avant, mais qui est très fort dans cette population au fond parisienne depuis la Grande Révolution, c'est-à-dire le sentiment de la justice sociale et de l'égalité, qui sont des sentiments qui sont très forts dans le peuple parisien, là même peut-être des ouvriers, mais dans le peuple parisien, depuis la Grande Révolution et peut-être même avant la Grande Révolution. Donc ce sentiment va prendre forme un peu plus organisée. Dans l'agitation qui secoue Lyon à ce moment-là, arrive à Lyon quelqu'un qui a une grande influence sur les dirigeants de la première internationale à Lyon. Je veux parler de Bakounine. Bakounine qui vient de Suisse et qui a intégré dans une organisation qu'il a lancée à l'intérieur même de l'Internationale. C'est l'Alliance de la démocratie socialiste. Et il a obtenu l'adhésion de gens qui dirigent l'Internationale à Lyon, comme Albert Richard, comme Gaspard Blanc, comme le leader aussi marseillais qui viendra ici, Bastelica. Bakounine bâtit toute une théorie en disant, voilà, Paris est encerclé, dans la province, la meilleure façon de résister, c'est d'abattre l'État et de mettre en place une confédération commune. Et alors, il va se lancer dans une aventure sur des bases très fragiles et qui va tourner à la catastrophe. C'est le 28 septembre 1870, la tentative, qui est une tentative communaliste. Il s'agit de renverser le pouvoir qui résulte des élections du 15 septembre, la municipalité qui est dirigée par le docteur Hénon, et un coup de force tiré par les cheveux. À la suite de toute une série de réunions, et de réunions aussi de comploteurs, mais malheureusement à l'intérieur des complots, quand on regarde à l'intérieur des réunions, il y a beaucoup de policiers. Et quand on regarde les archives, on s'aperçoit qu'ils étaient très très au courant de tout ce qui se faisait. Et alors, à partir de là, on va essayer d'amener une masse de travailleurs qui sont très mécontents. Ce sont les travailleurs qui travaillent sur les chantiers de défense, qui ne sont pas payés, qui crèvent de faim. Et alors, à partir de ce moment-là, on va essayer de faire une marche revendicative. Et en poursuite de la marche revendicative, on s'introduira à l'intérieur de la municipalité et on proclamera du balcon la commune. Alors, au début, ça marche un peu, la proclamation de la commune, la commune indépendante de Lyon. Et ils vont tenir l'hôtel de ville pendant peu de temps. On a collé une affiche dont les premières phrases sont celles-ci. La machine administrative et gouvernementale de l'État, devenue impuissante, est abolie. On n'abolit pas par affiche le pouvoir, surtout quand encore il a en main des fusils. Un bataillon de la garde nationale va descendre la Croix-Rousse. À des braves mobelots à qui on a dit c'est un coup de force, mais on n'a pas beaucoup expliqué, et c'est ce bataillon qui va assurer la défaite de la manifestation. C'est à partir de ce moment-là donc un premier coup est porté quand même, parce que l'Internationale va en sortir formidablement affaibli. Mais il n'empêche que le problème de la commune a été posé. Il a été posé à Lyon. Il a été posé par des gens qui se sont insurgés. On peut dire que la commune à Lyon, elle a quasiment démarré dès septembre 1870.
Marseille, il y en a eu d'autres aussi avant mars 1871. Et puis il y aura des reprises en mars 1871. Donc les chronologies sont complètement différenciées, ce qui permet quand même à l'État central, celui de Versailles, de contrôler la situation et de limiter ces insurrections. Il reste d'ailleurs, à mon sens, beaucoup encore de travaux à faire pour vraiment approfondir tout ce qui s'est passé en province pendant ce que Victor Hugo appelait l'année terrible, hein, de août 70 à août 71. Alors, il y a pas mal de travaux faits, mais il en reste encore beaucoup pour pouvoir aller en profondeur sur ces mouvements. Il y a tout un tissu extrêmement dense qui précède la Commune de Paris et qui indique à quel point, aussi bien sur le plan politique, au travers de la presse, des clubs, que sur le plan socio-économique, au travers des coopératives et des mutuelles et des caisses de solidarité, notamment des caisses de grève, eh bien, voilà, on a un fondement qui est extrêmement riche sur le plan de sa consistance auto-organisée. Une auto-organisation qui est très impressionnante dans ses modalités même, puisque là, il s'agit de travailler ou d'avoir des coopératives d'alimentation, des coopératives de restauration, hein, par exemple les marmites qui ont été créées notamment à l'initiative de deux ouvrières et ouvriers qui sont Eugène Varlin et Nathalie Lemel, donc ce qu'on va appeler les marmites. Et les marmites, voilà, ce sont des coopératives de restauration, donc des sortes de cantines populaires ou de restaurants populaires. C'est la misère. Voilà. Ça, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté dans mon livre, qui n'est pas assez perçu, c'est à quel point il y a une misère. Il y a déjà une certaine misère ouvrière pendant le Second Empire. On peut penser à l'Assommoir, bien sûr, de Zola et à d'autres livres, mais il y a une misère extrême à cette période parce que il n'y a pas de travail. Depuis le 19 septembre, depuis le siège, la quasi-totalité des industries ne fonctionnent plus, sauf les industries qui travaillent à fabriquer des fusils ou les industries de guerre, comme souvent. Donc il n'y a pas de travail. Pendant le siège et en février-mars 1871, on vit des prêts qu'on a obtenus au Mont-de-Piété. Des centaines de milliers d'objets ont été déposés au Mont-de-Piété. On a déposé ces loques, on a déposé ces matelas, on a déposé ces outils de travail pour avoir un peu d'argent. Ce peuple de Paris qui est très structuré, il est à la fois harassé par le siège, écrasé par les conditions terribles de la misère et de la disette, avec une mortalité qui est élevée, notamment la mortalité infantile. Et puis d'un autre côté, il est révolté. Il est dans une colère très puissante face à ce qu'il considère comme une trahison du gouvernement républicain bourgeois, puisqu'à sa tête, les membres de ce gouvernement, pendant longtemps provisoire, qui n'a pas organisé d'élection, ne fait rien pour le peuple de Paris, le laisse littéralement crever de faim, ne prend aucune mesure et s'apprête, on le sent bien, à capituler devant l'ennemi. Voilà, il y a une révolte qui couve dans ce peuple parisien, qui encore une fois a l'habitude de s'insurger. Et l'idée que le pouvoir en place n'est pas légitime. En tout cas, il n'est pas légitime à Paris. Et donc, le 31 octobre 1870, une foule envahit l'hôtel de ville, et notamment au travers justement des comités de la garde nationale, donc les comités auto-organisés de cette autodéfense populaire. Et là, on sent que l'histoire peut basculer, parce que les gens qui ont envahi cet hôtel de ville, eh bien, écrivent, d'ailleurs, c'est très émouvant de retrouver ça dans les archives, sur des petits papiers, des sortes de listes de personnes qu'ils verraient bien à la tête d'un gouvernement populaire pour remplacer les républicains bourgeois qu'ils estiment être au minimum beaucoup trop timorés et au maximum et au pire donc des traîtres. Et donc on a ces papiers comme ça, voilà, qui évoquent des militants que les gens connaissent en fait, que les gens du peuple connaissent dans leur quartier, dans leurs arrondissements, etc. Félix Piat, par exemple, bien sûr Blanqui, qui est un révolutionnaire depuis les années 1820, et puis des gens comme Gustave Flourens, notamment. Et donc, voilà, par exemple, Flourens, Piat, Blanqui sont notés sur ces papiers.
Et d'ailleurs, Flourens et Blanquis sont présents lors de cette journée dans l'hôtel de ville. On peut retrouver, hein, j'ai eu ce papier entre les mains, c'est là aussi assez bouleversant, hein, une petite note de Blanquis qui est destinée à faire lever des hommes en armes pour aller soutenir cette occupation de l'hôtel de ville et renverser le pouvoir en place. Finalement, Ferry et quelques notables parisiens, d'une part, ils vont envoyer des troupes pour encercler l'hôtel de ville, et d'un autre côté, négocier avec les occupants, avec les insurgés, pour dire mais ne vous inquiétez pas, il y aura absolument pas de poursuite par rapport à ceux qui ont mené cette insurrection. Par ce court télégramme conservé aux archives de Paris, Charles Ferry, le frère de Jules Ferry, acte la fin de la tentative de soulèvement communaliste du 31 octobre 1870. Télégramme. Pour Paris, de Paris, hôtel de ville. Dépôt le 1er novembre à 9h25 du matin. Charles Ferry à tous les ministères et aux maires. Hôtel de ville évacué sans la moindre effusion de sang. Et donc finalement, cette journée du 31 octobre 1870 se termine sur un échec insurrectionnel, pas assez d'hommes armés du côté des insurgés et une répression du côté du pouvoir en place. L'Allemagne s'unifie à cette époque. Il y a déjà des tendances à l'unification des États allemands. L'unification allemande, donc l'unité allemande, a été actée au château de Versailles, hein, donc dans la Galerie des Glaces. Donc là aussi, c'est une manière d'écraser la France. À Paris, il y a une deuxième journée, donc le 22 janvier 1871, cette fois, une deuxième tentative pour prendre le pouvoir via l'hôtel de ville, donc une deuxième invasion de l'hôtel de ville. Et là, par exemple, on trouve la présence de Louise Michel, institutrice, révolutionnaire, qui apparaît là en uniforme de la garde nationale d'ailleurs. Donc il y a ici une présence encore plus importante des délégués de la garde nationale, donc des hommes en armes, mais une fois encore, le rapport de force est inégal et c'est un deuxième échec. Dans ce télégramme, trouvé aux archives de Paris et envoyé le 22 janvier 1871 par Jules Ferry, le maire de Paris raconte au maire des 20e arrondissements l'attaque de l'hôtel de ville qui a eu lieu pendant la journée. Le ton se veut rassurant, pourtant cette journée du 22 janvier est la dernière tentative de soulèvement, moins de 2 mois avant le 18 mars et l'insurrection de la Commune. Télégramme circulaire. Pour Paris, de Paris, maire de Paris, aux 20 maires. L'hôtel de ville a été attaqué par une compagnie du 101e de marche au moment où une délégation, qu'on venait de recevoir amicalement, redescendait et venait de franchir la grille. À ce moment, le colonel commandant de l'hôtel de ville et 2 de ses officiers, qui étaient occupés entre la grille et le bâtiment, a parlé au groupe, assez peu nombreux d'ailleurs, et ont été assaillis par une vive fusillade. L'adjudant de bataillon de garde mobile est tombé frappé par 3 balles. C'est alors seulement que les mobiles ont riposté. La place se vide en un instant et le feu cessa aux côtés des défenseurs de l'hôtel de ville. Mais les maisons qui font face des 2 côtés du bâtiment de l'assistance publique étaient occupées d'avance et une nouvelle et plus vive fusillade partit de leurs fenêtres, dirigée sur le premier étage de l'hôtel de ville qui en porte les traces. Il est à noter que parmi les projectiles, on a retrouvé beaucoup de balles explosibles et de petites bombes. L'arrivée de la garde nationale et de la garde républicaine a mis fin à tout. On a arrêté 12 gardes nationaux et un officier embusqué dans les maisons. Un capitaine du 101e de marche qui avait commandé le feu avec l'ex-commandant Sapia. Ainsi, pour le crime de quelques-uns, cette extrémité douloureuse n'aura pas été épargnée à notre glorieux et malheureux Paris. Une agression aussi lâche que folle a souillé une page, si pure que vous en serez comme moi pénétré de la plus profonde douleur. L'hôtel de ville et ses abords sont occupés par des forces considérables. Il n'y a rien à craindre pour l'ordre. Après l'armistice de janvier 1871, une des conditions de l'armistice était qu'il y aurait l'élection d'une assemblée nationale très rapide pour décider du traité de paix. Le 8 février 1871, des élections législatives ont eu lieu. Et elles sont évidemment bien tardives par rapport à la proclamation de la République le 4 septembre 1870, donc qui est resté longtemps sous la forme d'un gouvernement provisoire non élu. Cette Assemblée nationale qui est élue
8 février 1871, elle va donner une majorité aux monarchistes. C'est une chambre des députés qui est élue en ce 8 février, essentiellement par un pays qui est très rural, qui est encore en grande partie conservateur, qui est encore en grande partie dominé par des notabilités qui exercent des pressions considérables sur les modalités du vote. On vote au chef-lieu de canton, il n'y a pas d'isoloir, voilà, c'est pas du tout, il faut pas s'imaginer, il faut pas faire d'anachronisme, il faut pas s'imaginer que on vote dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. C'est pas du tout un vote secret, tout le monde sait à peu près ce que les gens vont voter, et il y a des pressions très fortes qui s'exercent sur le vote, comme ça avait été le cas lors des premières élections au suffrage universel masculin, enfin donc dit universel, en avril 1848. Sur quelques 600 députés, on n'a que 150 députés qui sont républicains. Et donc c'est le grand paradoxe de cette République en ce début d'année 1871, c'est que voilà, officiellement le régime est républicain, mais en fait la Chambre est très largement monarchiste. Elle est aussi composée de quelques députés bonapartistes et donc les députés républicains qui sont minoritaires et qui, d'autre part, pour ce qui est de ces députés républicains, ne sont pas particulièrement enthousiastes à l'idée de soutenir ce peuple de Paris, toujours en voie d'effervescence, voire avec des potentialités révolutionnaires. À Paris, sur les 43 députés élus, et ça c'est une particularité, pas seulement de Paris, parce que ça se retrouve dans la plupart des grandes villes, sur les 43 députés de Paris, 42 sont républicains. Donc Paris est une ville massivement républicaine. Pas toujours socialiste, mais républicaine ardemment. Et donc va s'organiser en février-mars un conflit entre Paris et Versailles où l'Assemblée va choisir de siéger. Cette Assemblée, en plus, s'installe à Versailles. Donc Versailles, la ville des rois, c'est considéré comme un affront, c'est considéré, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, comme un soufflet, c'est-à-dire une gifle à l'égard de Paris. Et donc ces députés qui vont s'installer bien loin, plus de 20 km de la capitale, encore une fois, par mépris, condescendance, mais aussi crainte du peuple parisien. On soupçonne Versailles. Versailles, c'est la ville de la monarchie. Choisir d'aller siéger à Versailles, c'est choisir la monarchie contre Paris, la ville républicaine. Donc il y a un enjeu républicain. Il y a une énorme méfiance, et on peut dire, c'est même pas tant une désillusion, parce qu'en fait à Paris, on sait très bien ce qu'est le vote rural. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tous les paysans seraient conservateurs ou réactionnaires. Il y a une paysannerie rouge qui s'est déjà démontrée lors des décennies précédentes, mais globalement, voilà, c'est un vote extrêmement conservateur, et donc ces élections apparaissent comme une provocation, d'autant plus que le pouvoir qui s'installe avec pour chef de l'exécutif Adolphe Thiers représente un redoublement provocateur. Puisque Adolphe Thiers, il est bien connu du peuple parisien, c'est une girouette politique, c'est un homme opportuniste, très intelligent, très fin stratège, qui est historien d'ailleurs de formation et de métier à l'origine, mais on se souvient très bien qu'il a été plusieurs fois ministre de Louis-Philippe, donc sous la monarchie de Juillet, donc dans les années 1830 jusqu'aux années 1848, la monarchie de Juillet. Et donc, à ce titre, Thiers a été déjà le bourreau du peuple de Paris, et pas seulement d'ailleurs de Paris, mais aussi de Lyon, au travers de l'ordonnance de répression des manifestations populaires, celle des canuts de Lyon, celle de Paris, de la rue Transnonain. Dans les années 1830, voilà, il y a eu déjà des répressions très fortes à l'égard des Parisiens républicains et souvent ouvriers. Et tout ça, c'est la plupart du temps sous l'impulsion d'Adolphe Thiers. Donc, Adolphe Thiers est déjà considéré comme un massacreur de peuple. Il a été ministre de la monarchie, donc c'est pas un républicain convaincu, c'est éventuellement un républicain converti par opportunisme à ce nouveau régime. Ce qu'on sent donc en ce mois de février 1871, c'est que la République, elle est très fragile. Que aux yeux de ceux qui ont pris le pouvoir, certes par les élections législatives, mais ceux qui ont pris le pouvoir considèrent que on peut passer très tranquillement à un retour de la monarchie, puisqu'ils sont majoritairement monarchistes à l'Assemblée. Il va y avoir également un conflit sur la patrie. L'Assemblée va accepter pratiquement toutes les conditions que Bismarck va imposer à la France vaincue, et en particulier
ce qui choque terriblement les Parisiennes et les Parisiens, c'est la perte de l'Alsace-Lorraine. La perte de l'Alsace-Lorraine, c'est pour eux le signe d'un abandon de la patrie par les Versaillais. Les élections de février 1871 sont là aussi pour entériner la capitulation. C'est-à-dire que la ligne qui a été avancée par les candidats, en particulier monarchistes, pour ces élections législatives, c'est voilà, on signe la paix, donc on capitule face à l'Allemagne. Et cette guerre, elle se termine dans des conditions qui sont en effet particulièrement humiliantes parce que il y a une somme d'argent considérable que la France va devoir verser à l'Allemagne, de l'ordre de 5 milliards de francs or, donc c'est vraiment une somme énorme qui va être prélevée, bien sûr, sur les impôts et entre autres sur les impôts les plus modestes. Il y a des départements occupés, donc voilà, Paris est toujours sous le siège. Donc pour les Parisiens, bien sûr, il y a une forme de patriotisme, mais c'est un patriotisme qu'on pourrait appeler un patriotisme révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est pas contradictoire avec l'internationalisme qui se développe à Paris. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup de militantes et militants qui ne sont pas français, qui participeront à la Commune et qui seront très bien accueillis, qui seront même admirés, respectés, parfois même vénérés pour certains, étant donné leur rôle impressionnant de courage, de bravoure. Mais voilà, et cette guerre, cette fin de guerre, elle apparaît vraiment comme une nouvelle humiliation pour les Parisiens. Et surtout, ils savent qu'eux, on paye les frais, vraiment on fond les frais de manière radicale, aussi bien par les indemnités de guerre énormes, et donc tous ces prélèvements qui vont être faits par l'État, que par le siège de Paris qui se poursuit. Les premières mesures de ce gouvernement, et de ses généraux d'ailleurs aussi, comme le général Vinoy, qui lui aussi détestait des Parisiens par la répression qu'il avait fait subir au peuple de Paris dans les années précédentes, ben, ce sont des mesures très dures. Une des grandes questions qui est posée en février, en mars 1871, c'est comment récupérer ces objets et éviter qu'ils soient mis en vente. Pendant le siège de Paris par les Prussiens, on ne les a pas mis en vente. Mais une des premières mesures prise par Thiers et son gouvernement, c'est de décider de remettre en vente ces objets. Ça crée un mécontentement populaire extrême. On ne pourra plus retrouver ces objets de travail. Donc, on a un sentiment aussi social qui va se manifester. Autre exemple très important, qui va reprendre ses origines sociales, c'est que pendant le siège, on n'a pas payé les loyers. Ce sera pareil pendant la Première Guerre mondiale, que je connais bien aussi par ailleurs. Il y a un moratoire des loyers, les loyers ne sont pas payés. Une des premières mesures, là encore, de Thiers et de son gouvernement, c'est de décider, au début de mars 1871, que, eh bien maintenant il faudra payer tous les loyers, y compris ceux du siège, sous menace d'expulsion. Ce qui crée un mécontentement, là aussi, social. Parce que c'est la misère à Paris. Les gens ne peuvent plus payer. Ils sont dans une détresse terrible. Et donc là, la garantie donnée aux propriétaires, qui sont considérés comme des sangsues, dans l'imagerie populaire à cette époque, les sangsues, voilà, les vampires, les propriétaires, les rentiers, les patrons. Voilà. Et donc, d'un côté, il faut payer les loyers. De l'autre, pour les petits commerçants, les petits artisans, il faut payer tout de suite les traites, sinon pareil, on va perdre son petit commerce, etc. Ça va être intéressant parce que du coup, ça va fédérer le peuple ouvrier et les classes moyennes populaires du petit commerce et de l'artisanat qui vont être vent debout contre ces mesures de Thiers. Et enfin, il y a d'autres mesures antidémocratiques qui sont prises, cette fois, par Thiers, dès qu'il arrive au pouvoir comme chef de l'exécutif, à savoir l'interdiction d'un certain nombre de journaux, notamment le Père Duchesne. Donc le Père Duchesne, c'est la grande tradition de la Révolution française, notamment le Cri du Peuple, donc le grand journal, le Cri du Peuple, notamment de Jules Vallès. Et puis il y a un autre journal, par exemple, qui est interdit et censuré, du coup, par le pouvoir de Thiers, le pouvoir de Versailles. C'est Le Vengeur, voilà. Donc le titre là aussi dit bien la volonté de revanche populaire face à toutes les oppressions et toutes les injustices. Et donc il y a une humiliation déjà avec ce siège, le fait que les troupes prussiennes
entre dans Paris, que les troupes prussiennes défilent sur les Champs-Élysées, hein, ce qui sera le cas le 1er mars. Donc il y a vraiment ce sentiment d'une humiliation et d'une oppression. La garde nationale va décider au travers de sa base, en fait, de ses hommes, d'élire, il va y avoir des délégués de la garde nationale qui vont être élus démocratiquement, donc une forme de démocratie directe, de sorte qu'on puisse considérer que non seulement c'est une organisation militaire populaire, mais qu'elle a une base véritablement démocratique. Et que c'est cette base qui décide de son commandement et des modalités de son organisation. Donc c'est ce qu'on va nommer le comité central de la garde nationale. Le comité central de la garde nationale est composé de ces délégués qui sont élus et mandatés par les hommes de la base de la garde nationale. Et c'est aussi la raison pour laquelle on va parler des fédérés, parce que ce comité central, il se fédère, il se réunit pour organiser la défense de Paris pendant cette guerre et pendant ce siège. Et donc c'est le mot de fédéré qui va être retenu. Et bien sûr, il a une connotation directement militaire au travers de la garde nationale, ou en tout cas d'autodéfense populaire, mais il a aussi une connotation profondément politique. Les Parisiens vont se sentir très vite trahis, à nouveau, notamment par les promesses non tenues de Jules Ferry, de Jules Favre également, donc les républicains au pouvoir, puisque Flourens et Blanqui vont être condamnés à mort. Donc tout ça dessine un cocktail absolument explosif. La Commune de Paris, c'est une révolution populaire. C'est une révolution qui est faite par tout un peuple d'ouvrières, d'ouvriers, d'artisans. Voilà. Donc, on trouve tous ces petits métiers de Paris, les métiers du textile, les métiers du fer, de la sidérurgie, les métiers de l'artisanat. Enfin, voilà. On a d'ailleurs des chambres syndicales par métier, les fabricants de parapluies, les fabricants de chaises, les ferblantiers, la mégisserie. Voilà, on a énormément de petits métiers. On a les lingères, on a des couturières, des femmes et des hommes qui en général sont complètement oubliés dans le flot de cette histoire parce qu'on retient des grandes figures. On retient Louis Michel, on retient Jules Vallès, un écrivain qui a notamment écrit ce magnifique livre L'Insurgé. Éventuellement, on retient Courbet parce que on se souvient que Gustave Courbet a été un peintre très impliqué dans la Commune. Pour celles et ceux qui connaissent encore un peu mieux, on parle de Varlin, Jeanne Varlin, figure incroyable, ouvrier autodidacte, qui a été tellement investi dans toutes ces formes de caisses de grève, caisses de solidarité populaire, etc., les cantines, les marmites. On se souvient parfois, donc quand on connaît un peu mieux, de Nathalie Lemel, mais les autres, en fait, les dizaines et dizaines et dizaines de milliers d'autres qui ont participé à la Commune, dans les réunions, dans les clubs, dans les quartiers, dans les associations, etc. Donc j'ai voulu leur restituer leur nom, leur vie, leurs espoirs, leurs idéaux, leurs valeurs, leurs paroles, en fait. C'est possible avec un certain nombre d'archives. On trouve par exemple, je sais pas, des projets pour l'éducation, on trouve des lettres adressées à la commune. Voilà, nous ici on fait ça dans notre quartier, on fait ça dans notre coopérative, on fait ça dans notre chambre syndicale, etc. Malheureusement, on trouve aussi beaucoup d'archives du côté de l'armée, parce qu'il y a ensuite les conseils de guerre qui vont juger de toutes les personnes arrêtées. Et c'est là que, par exemple, j'ai trouvé des personnes comme Hortense David, comme Pélagie Daubin, une lingère qui dit « je suis communeuse, moi, je suis communeuse ». Voilà. Et elle dit d'ailleurs, il y a une certaine dignité très forte, un peu bravache parfois, comme on voit sur une photo d'Hortense David qui regarde avec une espèce de mépris ceux qui l'ont arrêtée et ceux qui s'apprêtent à la juger. Il y a souvent l'idée dans certains témoignages, alors même qu'ils sont arrêtés, qu'on recommencerait en fait. Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis
Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le poème qui sans ses rimes rêveur un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.